Salut à tous, c'est Clément Random, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une course que j'ai fait cet été en 2022, la Three Peaks Bike Race. Course à un format assez proche de celle de la RAF, et ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir que j'ai vécu les deux courses de manière totalement différente. Alors, la Three Peaks Bike Race, qu'est-ce que c'est? Si on compare un peu à la RAF, c'est le même style de course. C'est une course d'ultra distance, en solitaire, sans assistance, jusque-là, tout pareil. Sauf que la Three Peaks, c'est une course où il y a juste des checkpoints, ça veut dire que c'est à nous de faire la map. Donc on va partir de Vienne en Autriche et on arrive jusqu'à Nice en France. Là, on a quelques checkpoints, on a un segment obligatoire au début, un segment obligatoire de 500 km sur la fin et au milieu, 3 checkpoints, dont un qui est un segment entre deux cols. Donc déjà, avant le départ, il y a une grosse phase de préparation de la map pour savoir comment on va faire, surtout que clairement, là, on traverse toutes les Alpes, donc il y a beaucoup de montagnes. Du coup, tu as énormément de choix qui se présentent à toi. Est-ce que tu prends un col et ça te raccourcit en distance? Est-ce que tu contournes des cols et ça te rajoute des kilomètres mais ça t'enlève du D+? Bref, j'ai passé des soirées entières sur Komoot à regarder mon itinéraire, à la comparer différentes options, voir ce qui était le plus utile, etc. Et j'en suis tombé à cet itinéraire, donc environ 2300 km et à peu près 35 000 mètres de D+. Ouais, ça pique. En gros, si on compare à la RAF, il y a un tout petit peu moins de kilomètres, mais beaucoup plus de D+. Et le D+, il est beaucoup plus linéaire sur toute l'épreuve. La RAF, c'était beaucoup de D+, au début et après tout plat, et là, c'est des montagnes tout le temps. Du coup, on va grimper pendant toute la course. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, mais sur la RAF, j'étais méga stressé. En fait, comme pas mal de courses, souvent au départ, je suis super stressé. Le départ de la RAF, ça a été un échec monumental. La première nuit, j'ai fait une fringale. Du coup, mon objectif sur cette course, c'était quoi? C'était tout l'inverse. Je voulais bien y arriver, je voulais pas faire de bêtises. Et en ayant mappé, je me suis rendu compte que les horaires estimés de Komoot entre la RAF et la Three Peaks étaient à peu près pareils. Du coup, ce que je me disais, c'est que comme j'avais un an d'expérience de plus dans l'ultra, mon but c'était de baisser un peu mon temps de course. Sur la RAF, je l'avais fait en 8 jours et 4 heures. Là, mon but c'était de terminer en moins de 8 jours. Et ça tombe bien, mon chiffre préféré c'est le 8 et mon numéro sur la course c'était la casquette numéro 8. Du coup, toutes les planètes s'alignaient, un seul but, terminer en moins de 8 jours et cet objectif il était juste au-dessus de ma tête. Dès le départ sur la course ça s'est bien passé. Pourquoi? Parce que je suis parti avec Hugo et Sabine avec qui on organise le Big Fat Ride. On a pris les mêmes trains, un petit train de nuit, une bonne galère ce trajet parce qu'on a eu des retards de train, on a dû attendre sur le quai à 3h du mat dans le froid, c'était n'importe quoi. Mais on a réussi à arriver à Vienne et là-bas on a retrouvé Samuel et du coup les 4 petits Français qui s'entendent bien et qui roulent toute l'année se sont retrouvés sur le départ pour la même course. Alors évidemment on n'a pas du tout roulé ensemble, on faisait chacun notre course, mais c'était hyper sympa de prendre le départ avec les potes. Moi niveau stress ça m'a déstressé de ouf parce que bah voilà on était dans le même Airbnb, on préparait la même course, on avait exactement les mêmes problématiques, la map on en avait vachement discuté avant, du coup hyper zen pour moi de partir avec des potes, ça a vraiment tout changé avant le départ de la course. Donc on arrive au départ. Sur la course, on est environ 200 personnes à partir, on part par 4 vagues de 50 à peu près. Et puis bah là c'est parti, les fauves sont lâchés, on attaque pour une bonne semaine de course. Voilà, kilomètre 85, ça roule bien. Il y a encore pas mal de gros groupes parce que bah on roule tous à peu près à la même vitesse. On a fait la petite pause refill water, du coup ça sépare un peu le gros pack, c'est cool. Là c'est sympa, on roule, on voit un peu au fond, montagne au fond. On est pas mal dans la vallée, ça va être la journée là. On va rester au fond des montagnes, pas trop de grimpettes. Demain on grimpera un peu. Donc voilà, ça roule, ça roule. Il y a des routes de ouf quand même des fois en Autriche. Là on est vraiment tout seul, il y a l'autoroute à côté, mais du coup la route est ici. C'est génial. Gros kiff. Il y a ces petits nuages noirs, mais normalement pas trop de pluie pour nous, voire pas du tout. Donc c'est cool, ça permet de pas avoir trop chaud non plus. Allez, on est au kilomètre 180 et quelques. C'est bien noir là quand même hein. J'espère qu'en avançant j'ai évité la pluie. Et tiens, autre chose marrante, il y a le Grand Prix de F1 là en Autriche, juste par là. Je viens de croiser un mec sur un héroïne blanc à patins. Et ce qui est drôle c'est que le pilote de F1, Pierre Gasly, il a un héroïne blanc à patins. Du coup j'attends confirmation avec les contacts sur place, mais il y a moyen que je vienne de croiser Pierre Gasly sur son vélo, qui devait être sur son échauffement avant la course. Donc voilà, c'est rigolo entre héroïnes. Bon, après vérification auprès du staff, c'était pas Pierre Gasly sur le vélo, mais c'était bien son vélo. C'était un de ses ingénieurs qui faisait un tour avant le championnat. Donc là, c'était trop drôle. On est vraiment passé à côté du village du championnat de Formule 1. Du coup, il y avait une ambiance de malade. Comme vous voyez sur les images, on a traversé au milieu des feux d'artifice. On avait l'impression que c'était un énorme festival. Donc c'était trop drôle de voir cette ambiance au milieu de nous de notre course. Voilà, truc de ouf, mais il y a le Grand Prix de Formule 1. Du coup, c'est la fête. Et on passe un peu au milieu, donc voilà, feu d'artifice.
grosse fête, c'est génial. Fin de la première journée, du coup j'ai réussi à éviter la pluie, j'ai dormi dans une grange à bois, du coup plutôt abrité. Et là en fait, si vous voulez, mon objectif moi par jour, c'est que comme je voulais terminer en moins de 8 jours, ce que j'ai fait c'est que je suis parti dans une logique hyper optimiste. J'ai découpé la map en 8 portions égales, donc en gros une map par jour. Le départ de la course était à midi et mon but c'est tous les jours à midi avoir fait plus qu'une portion de un jour. Comme ça, tout ce que je faisais en plus c'était de l'avance, donc tous les jours je voyais un petit peu d'avance et l'avance je la grappillais de plus en plus à chaque jour et comme ça j'étais sûr et certain d'arriver avec moins de 8 jours à l'arrivée. Quelqu'un a un café là? Allez, je rigole, je vais quand même en chercher un. Il est 5h30, je viens de me lever. J'ai fait plutôt hier 315 bornes. J'ai dormi plutôt bien, donc 3 heures de sommeil. Ça fait du bien, c'est bien humide là, mais c'est brouillard, ça tombe pas. Hier dans la nuit c'était toujours ça pleut pas, mais très léger, donc ça va. Il fait 12 degrés là. Voilà, on attaque la journée du jour. Objectif, toujours à peu près 300 bornes par jour en moyenne. Donc hier on a plutôt pris de l'avance parce que le départ était à midi quoi. Mais c'était une journée sans trop de D+. On va voir aujourd'hui ce que ça va donner. Allez, bonne route les amis! Salut les copains, ça va bien? Bon, depuis ce matin ça a bien roulé. On a fait une belle montée à 15% pendant 3,5 km. Ça a été dur sa race. Après ça évidemment descente. Dans la petite bruine, bien gelé. Heureusement je peux trouver un café. Donc il a fait plaisir. Là on a croisé pas mal d'autres cyclistes de la SweepX. Donc j'ai pu manger, voire 2 cafés évidemment. Et voilà, là je suis kilomètre 372. On arrive sur la fin de l'Autriche. Je suis vers Linz. Dans 150 bornes, je vais arriver sur le premier parcours obligatoire. Donc voilà, ça fera plaisir, une bonne étape. Du coup, je serai en Italie. Et après, retour en Autriche pour remonter vers Innsbruck et choper la Suisse pour le premier checkpoint. Donc voilà, là il fait un peu plus chaud que tout à l'heure. Donc ça fait du bien. Le soleil commence à pointer le bout de son nez. Donc je pense que je vais pas tarder à me dessaper un peu pour pas avoir trop chaud. Donc voilà, des bisous. Le Mirador dans l'arbre là, vous voyez peut-être pas. Bah c'est marrant, mais en 2019 je faisais mon tour d'Europe à vélo. Je suis passé exactement par cette route. Et à ce moment-là il y avait un orage. Et j'ai attendu 2-3 heures dans ce Mirador à l'abri de la pluie que l'orage passe. Actuellement je suis dans un Mirador parce que c'est un peu pluvieux, dehors il y a de l'orage. Normalement ça va durer que quelques heures, donc je me mets à l'abri. Voilà, la petite anecdote marrante. Je suis dans la montée pour le CP1 et on a un paysage mais de malade. C'est trop stylé. Oh yo yo, regardez-moi ça. On fait des ambiances qui la coûtent très cher en énergie. Bon là ce premier CP c'était une bonne montée et franchement j'en ai pas mal chié. J'ai même poussé le vélo dans la montée, mais je le dis pas trop. Non en vrai c'était dur et j'avais bien faim et heureusement il y avait un bon resto là-haut donc j'ai évidemment retrouvé d'autres personnes de la course, on s'est fait une bonne bouffe là-haut. Ça a fait du bien avant de repartir, ça fait toujours plaisir. Bon je fais ma petite vidéo maintenant, il est 22h15. Je suis en train d'arriver au Le Paso Giao, truc comme ça. Kilomètre 555. Ça signifie un peu la fin de la grimpette pour aujourd'hui. Il aurait été bien dur quand même comme journée. Après ça je redescends, j'ai une toute petite montée. Et là le but c'est d'aller sur Innsbruck. Ça va être globalement descendant. J'irai dormir vers minuit, 1h, un truc comme ça, je sais pas trop. En fonction d'où je trouve un spot. Et du coup demain, peut-être à mi-journée à Innsbruck, un truc comme ça. Donc voilà. Du coup hier à partir de minuit, j'ai fini ma montée. J'ai commencé ma descente qui a été difficile parce qu'il faisait froid. Et en descente je fais pas d'effort. Donc j'ai eu franchement froid. Mais je voulais absolument descendre parce que je voulais pas dormir en altitude.
c'était couvert jusqu'aux os. J'ai trouvé un spot pas mal où dormir, j'étais au niveau d'un stade. Il y avait une espèce de petite entrée, donc couvert sur 3 côtés. C'était cool. J'ai mis du temps à me lancer ce matin, je sais pas ce qui m'arrivait. Je fais plein de pauses et tout, et c'était après un café où c'est reparti. Je vais arriver sur la frontière entre l'Italie et l'Autriche. Le point le plus haut jusqu'à Innsbruck, donc après normalement ça va descendre. Donc ça va être cool. Donc après ça devrait être plus simple. Et là je pousse du vent. Vent de face depuis tout à l'heure, donc c'est plat, c'est cool, mais ça avance pas aussi vite que prévu. Voilà un peu les vues. Pas trop stylé là. Et là on est dans le fond de vallée à plat, avec le vent dans le dos, du coup ça roule bien. Les kilomètres défilent tout seul. Et la vue ouf. Et oh du chambre. Voilà. Que des plans de chambre. Donc là c'était Corentin et Quentin, on s'est pas mal croisés sur la course parce qu'on avançait à des rythmes assez similaires. Et en fait là j'avais repéré un petit spot de bivouac. Finalement j'ai trouvé encore mieux, j'ai trouvé une espèce de petite chapelle ouverte. Donc j'ai dormi juste là. C'était franchement pas mal, à l'abri du froid, du vent. J'ai super bien dormi, pas de bruit, et le lendemain je suis reparti en pleine forme. Donc les gars ils ont pris un hôtel, mais moi j'ai quand même plutôt bien dormi en pseudo bivouac. Yo tout le monde. Eh bien j'ai bien avancé. Je suis au kilomètre 936 et j'arrive dans la région des lacs suisses. C'est magnifique. Alors je me mets juste à filmer quand il y a des arbres, mais on voyait de ouf. Trop cool. Objectif de la journée là, il faudrait que je fasse 230 bornes et ça me permettrait d'aller jusqu'au pic 2 à Canalp. Et ça m'avancerait pas mal bien. Une bonne petite journée qui s'annonce. Belle météo, pas un nuage, ça fait plaisir. Donc voilà quoi, ça roule. Aïe aïe aïe, les vues sont dingues. Je suis sur la montée pour le CP2 là. Il reste 5 bornes et 300 mètres de D+. La montée elle faisait 22 bornes, 1500 de D+, quand même. C'est bien long. Fin de journée ça cogne moins là. C'est moins chaud. Une partie de la montée qui était à l'ombre. Donc ça fait plaisir. Oh, ce petit virage là. C'est pas beau là. Oh putain, enculé. Bon là j'ai juste failli mourir. Mais j'ai même pas eu le temps de réaliser ce qui m'arrivait. Là en gros moi je suis en montée donc j'avance à 2 à l'heure. Heureusement je suis déjà vachement à droite comme vous le voyez sur les images. Et en fait bah là il y a une voiture qui arrive d'en face dans le virage et qui prend à la corde, donc clairement qui me coupe la route. Et comme il arrivait vachement vite, je pense qu'il a même pas eu le temps de me voir ou de s'écarter. Donc je sais pas quel réflexe de ninja j'ai eu, j'étais déjà bien à droite, il me restait genre 10 cm, je me suis rapproché de 10 cm, j'ai vraiment les roues, on voit sur les images, sur le bord de la chaussée, la voiture passe à côté, on se touche pas, coup de chance, j'ai mis un peu de temps à réaliser ce qui m'arrivait, mais ouais j'ai un peu eu peur. Bon par contre rassurez-vous, hein, c'est pas tout le temps comme ça, hein. La plupart du temps ça se passe super bien, on se fait pas trop frôler, faut bien choisir ses routes, faut pas prendre des grosses nationales évidemment, mais franchement c'est une des seules fois où je me suis vraiment senti en danger. Regardez-moi ça. Donc là il y a genre juste une église quasiment au milieu d'un lac. Donc voilà, là on va arriver sur un deuxième petit lac juste derrière. Et c'est le checkpoint 2. Et il est 18h, c'est cool. Oh là là, cette vue. Bon, est-ce que le héroïne il passe en gravel? A priori oui hein. Oups, c'est interdit au VTT. La chance qu'on a c'est qu'on n'est pas en VTT, donc ça passe. T'as des pneus solides toi? Ouais. Toi c'est confiant, vas-y. Boum. La petite bouffe en haut du col du Grand Saint-Bernard. Là on est à 2005, un truc comme ça. L'idée c'est de redescendre sur Aoste et de remonter pour le col de Nivolet, checkpoint 3. Et voilà, il fait bien chaud, c'est dur. Et j'ai eu une petite frayeur tout à l'heure, le GPS qui ne voulait plus charger. Et en fait j'ai l'impression que c'est la prise qui était sale, finalement c'est reparti. Donc bonne nouvelle, voilà, il fait très chaud. Donc là c'est Aoste, on a descendu les 2000 mètres de D+, dans le but de les remonter. Et il fait déjà 33 degrés. C'est un petit de ouf.
va être chaud. Yo, les petites news du jour. Alors j'avais donné des news en haut du col tout à l'heure là. On est descendu à haute, il faisait méga chaud. C'était vraiment dur. Là je suis dans la montée du col de Nivolé. Il reste genre 15 bornes, dont la partie avec bike, on verra ce que ça donne. Et elle est là juste derrière moi. Elle fait partie des gens que je croise et recroise et recroise. Dont ceux que j'appelle le duo Tintin, Corentin et Quentin, qui doivent être pas loin derrière. Et Léa, je l'ai recroisée au moment où j'étais en train d'appeler un hôtel. Donc elle a pris le même que moi. Le but c'est d'y être à 11h ce soir. Je pense que ça va le faire. Et c'est 15 bornes en descendant après le col de Nivolé. Donc on a un peu la surprise de ce que ça va être la partie rando. Mais voilà, après on va mériter une bonne nuit de sommeil qui va permettre d'attaquer la course. Et les moins de 900 km qui restent. On est au kilomètre 1360 au 7, très exactement. La vue est pas encore ouf, mais je pense qu'en haut ça devrait être pas mal. J'espère qu'il fera encore assez jour pour qu'on puisse profiter de la vue. Allez, continue de pousser. Moi, je sais pas si vous vous rappelez au début, mais j'avais dit qu'il y avait des endroits où il y avait des petits cuts par des chemins de randonnée qui permettaient d'éviter des énormes détours en montagne. Donc là, justement, on est pile dedans. Donc on a marché pendant un peu moins d'1 heure, ce qui nous a permis de gagner beaucoup de temps si on avait fait le détour par la route. Du coup, c'était vraiment du sentier de randonnée. Alors moi, justement, j'avais un choix, c'est que j'avais un vélo de route avec des pédales route. J'avais des pneus de 28 parce que de toute façon, le Héroïne, je peux pas lui mettre plus gros, mais c'est des pneus dans lesquels j'ai vachement confiance. Ils sont assez résistants. C'est les Hutchinson Challenger montés en tubeless pour moi. Et du coup, comme j'étais que en chaussures de route, j'avais pris des petites claquettes. Donc j'avais un peu le choix où je gardais mes chaussures de vélo ou si c'était vraiment trop caillouteux ou quoi, j'avais mes petites claquettes qui me permettaient, bon, pas de faire des grosses randos, mais au moins de pas défoncer mes calotos sur les chemins comme ça. Voilà, 3 heures, on va pousser le vélo et on va monter là. On va voir si ça le fait, hein. Si vous voulez savoir un peu à quoi vous attendre, ça c'est les parties difficiles. Ça grimpe entre les cailloux. Mais en vrai, bon c'est pas fou, mais faut pousser le vélo, mais voilà, ça passe et ça monte fort quand même. C'est fatigant, différemment, mais c'est fatigant. Bon, en fait, on avait une petite discussion WhatsApp avec Sabine, Hugo et Samuel pour s'échanger des news. Et là, comme j'étais le premier à faire ce passage, je leur ai donné un peu les infos sur comment ça passe. Alors en fait, c'est totalement faux, hein. Je dis que ça passe super bien, que ça c'est la partie difficile. Je dis ça maintenant parce que j'ai pas vu la suite. Et en fait, la suite va être beaucoup plus dure. Et ça, c'était quand même quelque chose qui passait très très bien. Je vous laisse les images de la suite. Aïe aïe aïe. Et ben, je crois que j'ai fait le plus dur. Ça, j'arrive de là quoi. La grosse blague. Je vais être en sueur de ouf là. Là, j'ai trouvé une technique pour porter mon vélo sur le dos. C'est plutôt pas mal. Et là, ah ouais. Ah ouais, la vie. On est arrivé là à vélo comme ça. Chut. On est arrivé là. Et après, on voit un peu le chemin là en blanc. On a monté là. Puis après, là, c'était abrupt, on va dire. Non, clairement, peut-être toujours pas le plus dur, parce qu'après, il me reste quand même la suite où je galère à trouver mon chemin et qui commence à faire nuit au milieu d'un pierrier. Dans le délire, quoi. Je suis clairement au milieu de la montagne. Alors, attends. Et voilà, quoi. On voit des... Alors, je sais pas si on voit avec Madame Fontaine, mais là, il y a des gens. Et là, il y a des gens qui sont aussi chauds de la course. C'est chaud. C'est vraiment pas facile, hein. Mais normalement, j'ai fait le plus dur. Là, je suis sur un espèce de petit chemin de 4x4 et qui va devenir de plus en plus gros. Donc après, je pourrais même peut-être rouler. Donc là, on va faire un truc très drôle, c'est comme j'ai un éclairage dynamo sur les héroïnes, en gros, plus je roule, plus je fais d'éclairage. Donc vous avez vu la gueule du chemin gravel avec mes petits pneus de 28. En gros, mon délire, c'était de rouler le plus vite possible dans ce chemin pour avoir un maximum de lumière. Donc clairement, ça rimait à rien. J'étais en train d'avoiner comme un connard dans du gravel avec mon vélo de route. Mais ça marchait, ça me faisait de l'éclairage et grâce à ça, j'ai pu arriver au bout du chemin et retrouver la route et enfin redescendre sur l'hôtel. Donc moi, je suis bien arrivé comme prévu vers 23h à l'hôtel.
En gros, pour vous parler un petit peu de sommeil, fort de mon expérience de l'année dernière, etc., je sais qu'il me faut 5 heures de sommeil en moyenne par nuit. Du coup, en fait, j'ajuste un peu le volume horaire de sommeil chaque nuit en fonction de mon état de forme, de la nuit d'avant, de ce qui reste le lendemain, etc. Là, je savais que j'avais un hôtel, c'est le seul et unique que j'ai pris de la course. Donc du coup, j'allais pas dormir 5 heures, j'en profite pour faire une grosse nuit parce que je sais que ça va être un sommeil bien récupérateur parce que je suis dans un vrai lit, j'ai pris une douche, etc. Du coup, j'ai dormi 7 heures, ce qui est pour moi, on va dire, à l'échelle de la course, une grosse nuit. Et en fait, à chaque fois, voilà, j'affinais. Par exemple, la nuit d'après, comme j'avais fait une grosse nuit, j'ai dormi que 4 heures. Et voilà, en fonction de ma forme, j'ajustais un petit peu le volume horaire pour essayer de toujours garder de l'énergie dans la journée, pas tomber en dette de sommeil trop profond, mais quand même avancer et pas non plus faire des nuits de 12 heures. Bon, je pense que si vous avez vu la vidéo de la RAF et que vous voyez ces images, la course, je l'ai pas du tout vécu de la même manière. On voit que là, je prends beaucoup plus de plaisir. Et en fait, donc là, à ce moment-là de la course, je suis à peu près au milieu de la course. Sur la première moitié de la course, en fait, j'étais vachement à rouler à l'économie, à prendre mon temps sur chaque pause. Et en fait, presque par rapport à mon niveau, je prenais trop de temps, je prenais trop de pauses. Surtout le début de la course, dès que je voyais un restaurant avec une terrasse, bam, je m'arrêtais avec gros resto, donc je mangeais bien, c'était cool. Et en fait, à partir de ce moment-là, à peu près, j'ai vraiment switché de mentalité et je me dis, ok, je veux aller plus vite, il me reste de l'énergie, je suis pas trop en dette d'énergie. Et là, j'ai vraiment commencé à chercher à optimiser mes pauses, arrêter de m'arrêter au resto, mais plutôt m'arrêter dans des petits shops pour manger des sandwichs et acheter des trucs que je pouvais manger ou sur le vélo ou super rapidement devant le magasin. Et ça m'a permis de gagner vachement de temps. Et donc là, par exemple, Léa, Corentin, Quentin, que je croisais assez souvent jusqu'à dans la course, c'est le moment où, alors qu'on avait des niveaux assez similaires, j'ai commencé à prendre de l'avance petit à petit et garder cette avance et vraiment faire en sorte qu'ils puissent plus du tout me doubler. Et effectivement, la fin de la course, je suis arrivé avant eux. Donc j'ai vraiment eu ce switch de mentalité qui m'a permis de remonter quelques places dans le classement de la course. Yes, je suis en France, ça fait plaisir. Dernière frontière de passer de la course. Ça fait trop du bien. Je suis au kilomètre 1564. La petite montée face au soleil. Et le lac est là, avec les montagnes qu'on voit plus trop, mais en fait c'est assez joli avec le coucher de soleil, ça fait des ombres de ouf. Genre là aussi, même s'il y en a qui sont en ombre totale et qui ont disparu derrière. Voilà. Coucou, ça va bien? Voilà, un peu plus de calme pour voir le parc naturel des Écrins. Et une journée sous le signe de la chaleur. Pour arriver en France le 14 juillet, c'est plaisir. Et je sais pas, je monte et je sais pas ce que je vais dire en fait. Regardez-moi ce bivouac, il était pas parfait quand même. La petite maison là, bon c'était un espèce d'arrêt de bus en bord de route. Mais c'est sûr qu'il faisait pas froid, j'ai pu dormir comme d'hab ici, quelques heures. Maintenant let's go, faut se rhabiller, refoutre les fringues, plein de sueur et d'humidité et c'est reparti. Je suis au kilomètre 1770, il est 8h37 et je suis dans la montée du Ventoux. Il me reste 13 bornes de montée, donc j'ai fait la moitié en D+, 650 mètres à gravir encore. Pour la fin de journée, il y aura un deuxième col, à peu près comme le Ventoux. Je me rappelle plus du nom, mais il s'affiche juste là. Voilà. C'est cool, il y a des cyclistes dans le Ventoux, donc on avait moins l'impression d'être tout seul. J'ai même été assez choqué de voir des gens qui faisaient du vélo avec des jerseys qui sentent la lessive. Genre, pourquoi? J'ai pas trop compris le délire. Mais bon, apparemment, je sais pas, c'est peut-être une mode, un truc. Enfin bon, je leur demanderai en haut si ça va bien. Col du Signal de Lure. Le dernier plus haut point de la course. Il reste quand même une dernière montée de 20 bornes. Un peu plus calme dans 100 km. Puis voilà quoi, en gros là c'est redescendre jusqu'à Nice. Je sais pas si vous voyez là-bas derrière là. On a une vue de ouf partout. C'est vraiment une très belle vue sur toute la course là. Passez bien la nuit sur vélo quand tout d'un coup, hop, le cap de 2000 km est passé, ça fait plaisir.
Bon alors vous allez rire, mais j'ai trouvé un truc trop bien sur cette course, c'est dormir dans les toilettes publiques. En fait c'est un truc assez cool parce que bon en ville tu le fais jamais de la vie, mais à la campagne souvent t'as des toilettes publiques, genre dans les mairies, dans les lieux publics, les choses comme ça. Et comme c'est à la campagne, il y a peu de passages, donc c'est souvent assez propre parce que bah, c'est nettoyé régulièrement aussi. Et c'est surtout bien indiqué sur les maps, et c'est évidemment ouvert H24. Et à la campagne, franchement, quand tu dors entre minuit et 5h du mat, t'es à peu près sûr de croiser personne. Voilà, recueil du soir, bonsoir. Donc voilà, j'ai des chiottes, un radiateur, j'ai tout propre, j'ai mis un point d'eau, un petit miroir pour voir à quoi je ressemble, et mon appareil photo est dégueulasse. Quand en plus t'as des toilettes qui ferment à clé, là franchement t'es royal. Alors oui tu dors à côté des chiottes, mais de toute façon vu ton état t'es pas beaucoup plus propre. Et en vrai c'est cool parce que t'es du coup à l'abri du vent et de la pluie s'il pleut. T'as un point d'eau pour te brosser les dents, pour te faire une petite toilette de chat, rincer au lavabo, un truc comme ça. Donc c'est quand même un endroit assez simple pour trouver un petit bivouac d'urgence sympa. Ouh, c'est pas magnifique ça? Ouais, j'ai sorti la caméra juste au bon moment. Parce qu'après il y a des arbres. C'est ma spécialité de genre là je sors ma caméra genre à ce moment là tu vois. Là où il y a l'arbre dans la gueule, alors qu'avant il y avait une vue de ouf. Et alors en vrai, il y a un truc où je suis très content, c'est que pendant la raf je suis passé par là, des foules de nuit, donc je voyais que dalle. Les nuages qui s'élèvent vraiment là-bas. Du coup là je suis content de voir un peu ce que ça donne les gorges du Verdon. Les amis, il est 5h51 du matin. Le soleil commence à... Enfin, le jour se lève. On est dans les gorges du Verdon. Et il reste 182,9 km de course. Je suis trop pressé d'arriver. Bon ça c'était un des derniers points hauts de la course, et donc ça c'était vraiment le matin de la dernière journée. J'ai super bien roulé la fin de journée, bon comme toute fin de course c'est assez long, t'es hyper pressé d'arriver. Ce qui était hyper sympa c'est qu'en fait quand tu arrives de Nice t'es en hauteur dans les montagnes et tu redescends sur le bord de mer. Donc tu vois pas la mer très tôt, tu vois vraiment à quelques kilomètres de l'arrivée, mais les moments où tu vois la mer et tu sais que tu arrives là-bas, là, t'es trop heureux. Donc voilà, je suis bien arrivé à la fin de la course, vers 16h, un truc comme ça dans l'après-midi, donc tu arrives sur la promenade des Anglais à Nice, c'était vraiment trop chouette, enfin, le sentiment d'arriver et de finir tout ça c'est incroyable. J'ai réussi mon objectif, j'ai fini en 7 jours et 4 heures. Donc j'étais en dessous de 8 jours, j'étais vraiment super content de ce que j'ai fait, de comment je l'ai vécu aussi, parce que je sais pas si vous avez vu, mais vraiment la course c'était full plaisir pour moi sur toute la course, j'ai pas eu de douleur, j'ai pas eu trop de problèmes, donc vraiment trop bien. Et ce qui était sympa c'est que bon, je suis arrivé le premier des 4 copains, mais du coup j'ai pu voir l'arrivée des autres et ça c'était sympa, et du coup on a pu tous se retrouver après, prendre des bières et tout, débriefer ensemble, et c'est vraiment trop chouette de voir que tous on a réussi à arriver à bout de cette course, et on a tous une super histoire, une super aventure qu'on a vécue à quelques mètres ou kilomètres d'écart, mais on a vécu la même aventure, donc c'était vraiment trop chouette, vraiment une super course. Alors en gros, si je devais faire une analyse de la course, pourquoi j'ai eu tant de différence entre la RAF et celle-là, la première chose, c'est que je me suis pas mis la pression du tout. Je savais que si j'y arrivais pas, c'était pas grave, ça reste une course, le vélo ça doit rester et ça reste un plaisir. Donc même si j'avais abandonné dès le premier jour parce qu'il y avait un truc qui se passait mal, c'est pas grave. Voilà, le vélo, faut prendre ça comme un super moment, ça reste des vacances. C'est du temps que si tu fais du vélo, c'est parce que tu aimes ça, donc c'est pas grave de ne pas arriver au bout. Donc déjà rien que de se mettre ça en tête, ça permet de changer la manière dont on perçoit la course. Une autre chose, c'est quand des fois je dois résumer cette course, j'ai envie de dire j'ai rien à raconter. Pourquoi en fait? Parce que j'ai l'impression que j'ai pas eu de galère. Si on regarde la RAF à côté, j'ai fait des fringales dès la première nuit, j'ai eu des hallucinations, j'ai eu des moments où j'ai eu beaucoup trop froid, des choses comme ça. Cette course, tout s'est bien passé. Mais en fait, pourquoi tout s'est bien passé? C'est parce que j'ai vachement acquis d'expérience avec les courses que j'ai faites. Du coup, j'ai été hyper confiant en moi, j'avais bien préparé toutes les galères que je pouvais avoir sur la course, et du coup, comme j'avais bien anticipé tout ce qui pouvait m'arriver sur la course, et du coup, tous les petits problèmes qui pouvaient arriver le jour J, je savais les anticiper, et pour moi, c'était pas un gros problème, c'était vraiment pas problématique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend avec l'expérience, qu'on apprend des autres aussi, on s'inspire des autres, on regarde comment les autres font, et on apprend de tout. Par exemple, comment dormir dehors.
Moi, l'idée de trouver des toilettes ou trouver des stades de foot où des fois il y a des trucs ouverts ou trouver un abri, déjà être confiant de savoir que j'ai pas peur de dormir dehors dans un champ, quelque chose comme ça, bah, ça me rassure vachement, ça me permet de me dire que dès qu'il y a un carré d'herbe, je peux dormir, j'ai pas peur, je suis confiant, je suis zen, donc je vois la course bien mieux. Pareil, une autre chose, j'ai pas eu d'hallucination. Bah du coup, j'ai pas eu de choses drôles à raconter, je vais pas vous raconter que j'ai vu des Pokémon dans la nuit. Ok, ça manque peut-être un peu de fun, mais en fait c'est très bien parce que l'ultra distance, c'est pas se pousser à bout et être en PLS total dans le fossé de la route. Ça, c'est une erreur. Et si j'ai pas eu d'hallucination, c'est parce que j'ai aussi mieux géré mon sommeil. L'an dernier, je savais à peu près le nombre d'heures de sommeil que je devais faire, mais si j'ai eu des hallucinations, c'est justement parce que je n'ai pas assez dormi et parce que je n'ai pas assez anticipé mon sommeil. Cette fois, j'ai plutôt bien géré les choses. J'ai pas eu de moment où je me suis totalement endormi sur le vélo. Alors oui, tu as des moments où tu es un peu fatigué, mais ça a toujours été quelque chose qui était soutenable. Alors comment j'anticipe mon sommeil? C'est que je me connais à force d'avoir fait des courses, à force d'avoir fait des petits voyages comme ça. Je sais à peu près le nombre d'heures de sommeil qu'il me faut et surtout, très important, je m'écoute. Je m'écoute le soir quand je vais me coucher en fonction de est-ce que je suis beaucoup fatigué, comment s'est passée la journée, quel est le programme du lendemain, quelle est la météo dans la nuit. Parce que si tu peux dormir mais que la nuit il y a un énorme orage, franchement te lever à 4h du mat pour aller commencer à pédaler sous un orage, tu sais que c'est une connerie. Donc il faut vachement s'écouter, il faut savoir de combien d'heures de sommeil tu as besoin et il faut toujours adapter son planning. L'ultra distance c'est un truc qu'on peut difficilement prévoir, donc il faut toujours s'adapter à toutes les situations qui vont varier de jour en jour. La météo aussi, par exemple moi je sais que j'ai une énorme chance, c'est que je résiste plutôt bien à la chaleur. Cette course, sur la fin de la course, il y a eu énormément de moments où il a fait très chaud. Sabine par exemple qui a roulé avec nous, elle supportait mal la chaleur, du coup ce qu'elle a fait c'est qu'elle dormait la journée et elle roulait la nuit. Moi c'est quelque chose que je suis incapable de faire parce que la nuit il faut que je dorme et j'arrive pas à rouler toute la nuit. Elle à l'inverse, elle avait peur du pic de chaleur, donc justement elle était plus capable de rouler la nuit, donc elle roulait la nuit et du coup elle enlevait la partie difficile pour elle qui était la grosse chaleur. Hugo par exemple qui a roulé avec nous, lui il a une très bonne approche de la course, c'est qu'il s'était peu entraîné, il avait des douleurs aux genoux juste avant la course. Du coup, il s'est dit, je perds rien à prendre le départ, mais je sais que j'abandonnerai. Je sais pas encore quand, mais j'avance jusqu'à ce que j'abandonne. Et du coup, en fait, grâce à ça, il s'est mis aucune pression parce qu'il savait que s'il abandonnait le premier jour, le deuxième jour, le cinquième jour, le 10e jour, bah c'était ce qu'il avait prévu. Et finalement, je pense que c'est d'avoir cette mentalité de se dire, je le fais juste pour le plaisir, pour moi, et si j'y arrive pas, c'est pas grave. Et bah c'est grâce à ça qu'il arrivait jusqu'au bout. Dans un temps qui était très, très convenable, qui lui a totalement plu et il a vachement pris de plaisir, il a trouvé des potes sur la route, ils ont roulé ensemble sur la fin et c'était super cool. Et donc justement le but de cette chaîne aussi c'est de vous partager mon expérience, qu'est-ce que j'apprends de la course et comment je vais progresser, comment on va essayer de progresser ensemble pour affronter des courses plus grosses, des courses différentes, des situations toujours imprévues, encore différentes. Donc voilà, cette année ça va être la TCR et on va voir ce que ça va donner. Du coup, c'est la fin de cette vidéo sur la Supic Bike Race. Évidemment, je ne vais pas m'arrêter là et cette année, je suis inscrit pour la Transcontinentale. Donc, j'aurai les réponses là tout bientôt, savoir si je suis pris ou pas. Bon, et j'ai une super news, j'ai été sélectionné pour la Transcontinentale, donc c'est sûr, je vais prendre le départ. Je suis trop content de ça. Voilà, cet été, ça va être une énorme course, un monument de l'ultracyclisme. Donc, ça me fait à la fois un peu peur comme toute course parce que c'est quelque chose d'énorme, mais en même temps, je suis trop content de pouvoir y participer. Le gros objectif de l'année, c'est la Transcontinentale. Je vous ferai évidemment une vidéo là-dessus. Si vous avez des suggestions de vidéos sur le setup, sur les choses comme ça, comment je vais me préparer pour ces courses. Je vais aussi faire la Desertus Bicus en préparation au mois d'avril. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu pour me soutenir sur cette belle aventure. Posez-moi toutes les questions que vous voulez dans les commentaires, je vais tous les lire, je vais tous y répondre. Et puis on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt sur le vélo!